Vraiment, ça enregistre. Voilà. Bon. Alors, on est parti maintenant d'étudier un cas qui est un petit peu plus courant, un petit peu plus courant dans la vie de tous les jours. Laisser tomber un objet, ok, on peut s'amuser à calculer des choses, mais nous, souvent, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours ou dans le sport, on va faire par exemple un dégagement, on va faire un lancer franc, on va voilà, faire un service, un coup de raquette, ce que c'est. En tout cas, on va projeter des choses avec une certaine vitesse initiale, et le but de projeter ces choses aussi, c'est de les faire par exemple aller plus ou moins loin. Ok, bon, ça peut être juste. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'étudier un peu ces équations-là. On peut même, je sais pas, hein, ça peut être la trajectoire d'un missile, hein, on balance un missile, on lui donne une certaine vitesse, un certain angle, hop, voilà. Vous avez peut-être déjà tous joué à Angry Bird, le jeu là, bah, c'est pareil, hein, franchement. Vous avez un truc là-bas, vous dites, bah tiens, je vais donner tel angle, machin, au hasard, hop, ça va aller dedans. Voilà, tout est une histoire de vitesse. Vous pouvez donner plus ou moins de vitesse, hein, dans Angry Bird. Vous pouvez donner un certain angle, et en fonction de ça, vous allez atteindre ce que vous voulez. Bah nous, on va mettre tout ça en équation, et vraiment, on va mettre tout ça en équation, et puis vous allez voir que, bah, dès que vous avez compris encore une fois le même principe, là, qu'on voit depuis quelques heures maintenant, bah, ça ne posera pas de problème. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà créer ma situation. Donc ma situation, c'est la suivante. Donc je place un repère que je vais appeler ici XY. Voilà. Je vais mettre des vecteurs unitaires comme d'habitude, le petit I associé à X et le petit J associé à Y. Et je vais dire, tiens, je vais prendre un... Il y a des footeux dans la classe, peut-être? Faire plaisir? Bon, on va faire un déplacement en foot. Hop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, on va dire que c'est le centre de masse de mon ballon. D'accord? On peut prendre le centre de gravité ou le centre de masse d'un objet, d'accord? Bah là, voilà, je le définis ici, je vais dire que c'est le point M. Ça marche? Ça va pour tout le monde? Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bah tiens, ce point M, en fait, c'est mon ballon. Je vais filer un coup de pied dans ce ballon, et je vais filer un coup de pied en lui donnant un certain angle. Vous êtes bien d'accord, au foot, si vous voulez, dans tous les sports, hein, vous pouvez réduire plus ou moins l'angle pour l'envoyer comme vous voulez, quoi. Si vous voulez mettre une lucarne ou un rat au sol dans un coin, c'est pas le même angle, évidemment. Du coup, là, je vais définir, en fait, un vecteur V0. D'accord? Donc la norme de ce vecteur, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, bah, c'est un petit peu la vitesse que je lui donne. Je peux lui donner une vitesse énorme initialement, avec cet angle-là, ou je peux lui donner une toute petite vitesse. Donc là, je ne sais pas, si je donnais une vitesse un peu plus petite, je pourrais réduire ce vecteur. D'accord? Ça veut simplement dire ça. Et l'angle ici, je vais l'appeler alpha. Donc là, j'ai un angle alpha. Ça marche? Alors quand on fait des études comme ça, placez toujours dans votre repère le vecteur petit g. Vous le placez où vous voulez, mais il faut toujours le mettre dans le même sens. Il est comment, le vecteur petit g? Ouais, voilà, j'ai vu Axel faire. Donc il est toujours vertical vers le bas. Bah là, vous voyez, je le place parce que vous allez voir, à un moment, il va me servir, tout simplement. Là, on a posé la situation. V0, là, je note V0, ça peut être 5 mètres par seconde, 20 mètres par seconde, ce que vous voulez. Ça, moi, j'ai mis une valeur comme ça. Enfin, j'ai donné une notation générale, plutôt. Ça va jusqu'ici? Donc, vous voyez tous comment on pose le problème. Ouais? Encore une fois, j'insiste parce que c'est important que vous vous rendiez compte que ce truc-là, ça a de l'utilité partout. On l'utilise vraiment dans tous les sports. On l'utilise. Il y avait même un problème de bac. Une année, c'était une grenouille, je l'avais peut-être dit à la fin de là, c'est une grenouille qui crachait en fait pour atteindre un insecte. Donc il y a une certaine espèce qui était capable d'envoyer un crachat collant sur l'insecte et puis après elle allait chercher sa proie comme ça. Donc pareil, elle devait viser, un petit peu comme vous pouvez viser quand vous faites une frappe, un service, un lancer franc, etc. Okay? Donc voilà, là on est dans une situation qu'on peut retrouver dans plein de cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait toujours? Donc, je vais reprendre toutes les étapes. Et pour ceux qui ont la colle ce midi, ce sera les mêmes étapes. Hein, d'accord? Voilà. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, avant de démarrer le problème, la résolution des équations. Vas-y, Axel. Ouais. En référentiel, système et les forces qui s'appliquent sur le système. Ok, ça va? Donc là, le référentiel, vous voyez, on est dans la classe. On étudie le mouvement, voilà, j'ai posé ça au tableau, on est dans la classe. Donc le référentiel, c'est la salle de classe. Ouais, tout simplement. On va toujours préciser que ce référentiel est galiléen, ok, pour qu'on puisse ensuite appliquer nos lois.
C'est une condition. Comme en maths, avant de dériver, vous dites, j'imagine, la fonction elle est continue, elle est dérivable, machin, sur tel intervalle, hop, et là vous balancez votre dérivée. J'imagine que vous faites ça. Si vous oubliez, peut-être, n'oubliez plus maintenant. En tout cas, M. Coco ou M. Duquesnoy ont dû vous dire ce genre de choses. Ouais, ça marche? Ou alors, dans l'énoncé, on considère telle fonction sur tel intervalle, elle est continue et dérivable, comme ça, ils disent c'est bon, ils peuvent dériver maintenant. Bah là, c'est pareil. On va dire qu'on a un certain référentiel. Donc, le référentiel, c'est la salle de classe, toujours. Même à la fin, ce sera la salle de classe. Bah, alors, ça dépend. Si tu vois... alors, je finis juste ça. Imagine dans le problème, on étudie la frappe de Cristiano Ronaldo dans tel match de foot. Bon, bah là, le référentiel, ce sera par exemple le stade de foot. Tu vois, tu te mets dans le contexte. Alors, supposé galilien, ne l'oubliez pas, hein, d'accord? Ça, c'est important. Ça veut dire on a le droit après d'utiliser tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est une des conditions. Deuxième chose, c'est le système. Alors, le système, bah là, moi je vous dis, c'était un ballon, machin. Bah, dans notre cas, c'est le point M. Mais pour vous, ce sera un objet, hein, ça peut être le fait, ça peut être ce que vous voulez. Mais souvent, on étudie un point particulier de l'objet en question. Et le point particulier, c'est son centre de masse. Ça marche? Bon, là, c'est le point M. Donc, le point M. Et puis, dernière chose, on va regarder les forces qui s'appliquent sur ce point M. Donc, attention, quand on regarde les forces, on regarde l'objet quand il est déjà en mouvement. Ok, là pour l'instant, là je suis juste à l'instant t égale 0, mon pied il vient juste d'atteindre le ballon n'est pas encore en mouvement, mais un peu après, si on regarde une demi-seconde après, le ballon il est en mouvement, et puis il est déjà en train de bouger. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'applique comme force sur le ballon? Imaginez là, hop, on fait un arrêt sur image, mon feutre il est là, en train de flotter. Qu'est-ce qui s'applique dessus? Vas-y Axel. Ouais, son poids, uniquement. Ça va pour tout le monde? Il y a aussi des frottements de l'air, hein. Et heureusement, quand vous donnez, je ne sais pas si, encore une fois, il y a des gens qui jouent au foot, mais si vous voulez donner, comment dire, un certain mouvement à votre ballon, heureusement qu'il y a l'air, hein. Vous savez, quand vous brossez un peu la balle, là, pour lui faire prendre une trajectoire qui tourne, d'ailleurs, qui peut des fois complètement perturber le gardien, là, c'est parce qu'en fait, vous donnez un mouvement à votre ballon, donc il y a des choses qui se passent au niveau de l'air autour de votre ballon, et puis hop, il y a des petites dépressions et le ballon on prend des trajectoires complètement folles. D'accord? Donc ça, c'est heureusement qu'il y a les frottements. Ici, dans nos cas, on n'utilise pas les frottements. Pourquoi c'est trop compliqué? C'est trop compliqué pour nous. Ouais, vas-y Axel. Et ils sont négligeables aussi. On va voir que dans les problèmes qu'on étudie, là, vous voyez bien dans la salle de classe, quand je balance mon feutre, les frottements de l'air, on s'en fiche un peu. Ok? Dans certains cas, ils ne vont pas être négligeables. Imaginez, j'étudie le mouvement d'un plongeur. Hop, dans l'air c'est bon, mais dès qu'il rentre dans l'eau, alors on voit bien que dans l'eau, les frottements, heureusement qu'ils sont là, hein, parce que sinon on saute d'un plongeoir de 5 mètres, il y a 4 mètres de fond, s'il n'y a pas l'eau pour nous freiner, on se fait mal hein, quand même. Ouais. Bah là les frottements ne sont pas négligeables. Mais nous on travaille souvent dans l'air, quasiment toujours, donc les frottements, on les néglige. Donc ça c'est bien d'en avoir conscience, il y a des frottements qui existent, dans notre cas, on les néglige, et du coup, s'il n'y a pas de frottement, il n'y a que le poids. Le poids uniquement qu'on note P. Vous pouvez mettre sa formule, hein, P égale mg, si vous voulez, dans les forces. Voilà. Je vais mettre frottement négligeable. J'écris un peu mal, je suis désolé. Ouais, il faut que je me mette en route. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde est OK? Ouais, ça va? Ça, il faut toujours le faire. Je sais pas, retenez RSF, je sais pas, ça peut vous aider. Enfin, en tout cas, il faut référentiel système force. Ouais, bon. J'ai perdu personne? Alors, ensuite, deuxième étape. Qu'est-ce qu'on fait comme un... Ouais, vas-y, arrive. Alors, tu vois, le poids, c'est une force. La masse, c'est quelque chose qui est intrinsèque à toi. Ça veut dire c'est ta constitution. Je m'explique. Ton poids sur Terre, il va s'exprimer en newton. Je sais pas, Ryan, tu fais, je vais dire, à la louche, t'es grand, tu fais peut-être 70 kilos, un peu moins. 75. Bon,
à peu près comme moi, 75 kg. 75 kg, c'est ta masse. Ton poids, ce sera 75 fois 10 à peu près, donc 750 newtons. Donc le poids, c'est une force, la masse, c'est ce qui te constitue, c'est ce que tu vas peser sur la balance. Ouais. Alors, tu vas me dire, bah ouais, mais nous on dit poids, masse. Alors quand on dit poids et qu'on parle de masse, c'est un abus de langage. Hein. En physique, il faut bien faire la différence, mais vous, dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas dire, c'est quoi ta masse? Ils vont dire, hein, c'est quoi ton poids? Là, ils vont dire, ah bah je fais 75 kilos. Bon, on va pas jusqu'au bout d'ailleurs, quoi, kilomètre, kilogramme, il faudra dire. Bon, bref, vous voyez, il y a plein d'incertitudes dans tout ce qu'on dit. En tout cas, vous allez me dire, bah, pourquoi on n'assimile pas les deux? Bah, parce que sur la Lune, ton poids sera 6 fois plus petit que sur la Terre. Ça se traduit directement par ta façon d'être attiré par le sol. En revanche, ta masse sera toujours la même. Sur la Lune, je sais pas, je vais dire une bêtise, tu as mangé un Big Mac sur Terre, tu manges un Big Mac sur la Lune, bah, il est dans ton corps, c'est le même Big Mac, la masse, la matière qui le constitue, c'est la même, tu vois. Par contre, la Lune et la Terre n'ont pas la même façon d'attirer, de nous attirer, et c'est là le poids intervient. Ouais, c'est une force. Ça va? Bon, voilà, c'était une bonne question, parce que je pense que c'était peut-être pas forcément clair pour tous. Quand on a fait ça, petit 2, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième. Donc là, vous pouvez le mettre hein, comme ça, on applique la deuxième loi de Newton. Donc là, je rédige vraiment tout avec vous. Notez que tout ça, vous l'avez dans votre cours déjà rédigé. Je vous conseille de le prendre maintenant parce que c'est un peu différent. Vous notez les étapes, c'est une première façon d'assimiler les choses. Mais vous l'avez déjà détaillé dans votre cours. Tout est déjà fait. Mais voilà, reprenez-le. Moi, je vous conseille vraiment de le reprendre. Ça vous permet d'écrire les choses. Alors, la deuxième loi de Newton, là, il n'y a pas. Il faut la savoir. Je ne vous demande pas d'apprendre beaucoup de choses en physique. Vous voyez, jusqu'ici, c'est un peu du bon sens. On la sait. Alors, c'est quoi? C'est la somme des forces extérieures. Donc, somme des forces extérieures. J'avais dit, du coup, peut-être pas à vous, mais si on prend ce bidon, par exemple, là, vous êtes bien d'accord que ce truc-là, si je le laisse tomber, c'est son poids qui va lui faire rejoindre le sol, d'accord? C'est une force qui s'applique de façon extérieure. Le poids, il est extérieur, d'accord? C'est le petit jet de la Terre qui l'attire vers le centre. En gros, c'est ça. Hein. Mais là, il y a plein d'autres forces à l'intérieur. Du système lui-même, il y a plein d'autres forces. Il y a par exemple des forces ici, des forces de pression au niveau de l'eau, de la surface de l'eau. Il y a des forces au niveau, voilà, je sais pas, le plastique, il y a des petites tensions. Il y a plein de forces à l'intérieur du système. Mais ces forces-là, on s'en fiche. Ce n'est pas elles qui vont faire tomber le bidon sur le sol. C'est uniquement les forces extérieures. Ouais. Et là, la force extérieure qu'on a, ces forces extérieures, c'est égal à la masse fois l'accélération. Et là, on précise, car la masse est constante. Nous, on étudie des systèmes avec la masse constante. Un ballon de foot, sa masse, elle est constante. Une balle de tennis aussi. Une balle de golf aussi. Vous voyez? Donc, la masse, elle ne change pas. Et si la masse est constante, on peut dire que la deuxième loi de Newton, c'est ça. Ouais? Et là, vous le précisez. Car m égale constante. Ça, c'est important. Voilà. Et puis après malheureusement ou heureusement, c'est un peu que des maths. Pas de maths, ce sera toujours la même type de maths, mais c'est que ça. Là, le côté physique, on va dire, il est quasiment terminé. Bon, il revient un petit peu après, hein, mais là, on va faire un peu des maths. Voilà. Mais vous allez voir, l'avantage, c'est que c'est toujours les mêmes choses quasiment. Donc, vous savez le faire une fois, deux fois, trois fois. Vous allez voir, 1,5 de GT carré, là, vous allez toujours l'avoir. Au bout d'un moment, on s'attend à l'avoir. Alors du coup, là, c'est quoi la somme des forces qui s'applique sur mon système? C'est uniquement, on l'a dit au-dessus, son poids. Donc là, je remplace la somme des forces par P, égale MA. P, je sais que c'est MG. Donc MG égale MA. Et du coup, là, on a G égale A. Et là, je sais que mon vecteur accélération, c'est le vecteur petit g. Donc là, l'accélération de mon système, c'est toujours la même, 9,81 mètres secondes moins 2. Toujours la même. Ouais, ça va pour l'instant?
l'accélération. Ouais. Ça va changer si tu vas en altitude, un petit peu, tu vois, à 9,78 peut-être, 9,80. Si tu vas sur la Lune, ça va carrément changer. 1,6. Vous voyez, mais là, du coup, ça veut dire, et je trouve que c'est quand même sympa, ou c'est bizarre peut-être aussi. Est-ce que je jette n'importe quoi, si je jette un tabouret, si je jette, dès lors qu'on néglige le frottement, l'accélération de mon objet, quelle que soit sa masse, sera toujours la même. Voilà. Si je fais un plongeon par la fenêtre, j'aurai la même accélération si je balance mon feutre. La même. Ouais. Après, ça change un peu parce qu'il y aura des frottements. Bon, déjà, sur moi, ça va aussi. Mais grosso modo, c'est toujours pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça va pour tout le monde? Alors, d'ailleurs, il y a une expérience, il faudrait que je la retrouve peut-être, ou alors j'aurai peut-être pas le temps aujourd'hui, mais ils font tomber un gros sac de plumes et, je sais pas, une grosse masse en plomb, mais ils font le vide dans la pièce. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air. Donc là, vraiment, zéro frottement. Et ils font tomber ça depuis une hauteur, je sais pas, 20 mètres. Et boum, il arrive exactement au même moment au sol. Alors, ouais, là, ça vous prouve vraiment que c'est. Parce que dans l'espace, par exemple, un corps, s'il a une certaine vitesse, ça dépend plus en fait de sa masse, etc. Voilà. Alors, là, nous, on a un vecteur. Par contre, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt d'avoir les coordonnées du vecteur. Si on a ces coordonnées, c'est plus sympa. Si je vous donne, si je vous dis, ça, c'est égal au vecteur OM, vous allez me dire, bon, ouais, je m'en fiche, c'est quoi les coordonnées du vecteur OM? Bon, c'est ça, ça. Puis là, on est précis, on va être dans un repère, etc. Là, vous allez voir, les coordonnées du vecteur accélération, c'est quoi? C'est l'accélération selon x, dans mon repère, et l'accélération selon y. Ça va? Vous me suivez? Donc là, moi je sais que a égale g, bon, du coup a, je peux le remplacer par g. Donc ce sera quoi? Ce sera petit g selon x et petit g selon y. Ça va toujours? Voilà, j'ai juste... Et maintenant, vous voyez le petit g qu'on a placé initialement, c'est toujours comme ça qu'il sera, toujours vers le bas vertical, et bien on va pouvoir voir un petit peu ses coordonnées. Donc ce vecteur-là, on voit qu'il évolue uniquement selon l'axe des y. Ouais, il n'a aucune composante selon x. D'accord? Il n'est pas comme ça, le vecteur. Là, il aurait une composante selon x, qui serait ça, et une composante selon y, qui serait ça. D'accord? Là, non. Là, on voit qu'il est uniquement vertical. Donc, ça veut dire que sa composante selon x, ce sera 0. Tout le monde me suit encore? Donc là, je vais remplacer ça par 0. Ouais. Et puis là, regardez, l'axe dy, il est comme ça. G, il est dans l'autre sens. Donc voilà, on va voir, en fait, sa composante, on voit que G, il est uniquement selon y, mais vu qu'il est dans l'autre sens, on va mettre moins G. Ouais, donc là, sa composante, ce sera moins G selon y. Alors on peut mettre moins 10, moins 9, 81, ce qu'on veut. Nous, on va laisser moins G. C'est le code plus général. Est-ce que ça va? J'ai perdu personne? Tout le monde est encore là? C'est cool. Vous avez fait un tiers du boulot. Mais c'est déjà bien, hein? C'est un tiers d'un problème de méca. Donc si on met 10 points sur le problème, vous avez déjà tous 3,5. Si vous faites ça, comme ça. C'est déjà pas mal. Vous allez voir, les autres étapes, c'est peut-être un chouïa un peu plus compliqué, mais c'est pas grand-chose d'autre. Alors, troisième étape, et c'est là souvent où ça bloque un petit peu, mais si on comprend cette troisième étape, la quatrième étape, c'est la même. Juste un cran après. Donc en fait, c'est là le moment le plus important, vraiment. Alors, on y va. Moi, j'ai l'accélération, maintenant, je la connais parfaitement. C'est cool, j'ai les coordonnées du vecteur, tout se passe bien. Donc, mon accélération, là, de mon point M, quand je lui fais un dégagement, je connais ça parfaitement. Ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est aller un petit peu plus loin et trouver sa vitesse. Ouais, vous voyez, en mécanique, dès qu'on a l'accélération, la vitesse, la position, on connaît parfaitement tout ce qui se passe sur le système. Là, on va aller directement à la vitesse. Pourquoi on ne va pas à la position?
Parce que vous, dans votre tête, vous devez dire, tiens, il y a un lien direct entre l'accélération et la vitesse. L'accélération, le vecteur accélération, vous savez que c'est égal à la dérivée, donc je vous rappelle, un dérivé par rapport au temps, d sur dt, du vecteur vitesse. Ça, c'est le cours. On l'a vu dans la première partie de cinématique, on a eu l'accélération, on dérive l'accélération, on a la vitesse, on dérive la vitesse, on trouve l'accélération. Ouais, ça va? Alors là, regardez, c'est problématique. Parce que moi, si j'ai la vitesse et que je la dérive, j'ai l'accélération. Mais moi, je n'ai pas la vitesse. J'ai l'accélération et je veux la vitesse. Donc vous voyez, il va falloir faire quelque chose d'inverse. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux la vitesse égale quelque chose avec l'accélération dedans. Vous voyez, c'est l'inverse. Vous savez très bien dériver, mais faire l'inverse, c'est ce qu'on va appeler intégrer ou prendre la primitive. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu en maths, ou peut-être tout juste, non? Vous ne démarrez pas encore. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué, en fait, il faut faire juste le chemin arrière dans sa tête. Donc ça veut dire quoi? Il faut être capable de dire, tiens, ce que je vais écrire là, ce que je vais écrire ici, quand je le dériverai, pour vérifier, je dois retrouver ça. Vous, naturellement, vous allez dire, je dérive ça pour trouver ce qui se passe là. Non, là c'est l'inverse. Ce que vous allez écrire, en le dérivant, vous allez retrouver ce qu'il y avait avant. Ouais, ça va? J'ai été clair là-dessus? Alors, du coup, ça, qu'est-ce qui va m'intéresser? Moi, je veux le vecteur petit v, le vecteur vitesse, et du coup, là, je vais devoir écrire quelque chose là-dedans. En dérivant ce quelque chose, je vais trouver 0 et moins g. Qu'est-ce que je peux dériver ici pour avoir 0? Vas-y, Axel. Une constante. Je vais l'appeler C. Ouais. Qu'est-ce que je peux dériver maintenant ici pour avoir moins g? Vas-y, Antoine. Ouais, très bien. Moins gt plus une autre constante, que je vais appeler C', c'est pas forcément la même. Ouais. Là, vous voyez, il ne faut pas oublier ces constantes. Si on dérive moins gt, on a moins g aussi. Je vous rappelle qu'on dérive par rapport au temps ici. En maths, vous dérivez par rapport à x. En maths, tout le monde s'est dérivé kx. Ça fait k. Là, moins gt, ça fait moins g. On dérive par rapport au temps. La variable, c'est petit t. Ça va? Est-ce que tout le monde suit bien là? Ouais, ça roule? Bon, super. Alors là, ouais, vas-y, Jimmy. Parce que ça, c'est le cas le plus général. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dérives moins gt plus c', une constante, tu as moins g. Donc toi, si tu mets que moins gt, ça suppose, tu dis, tiens, la constante, elle vaut 0. Mais tu ne sais pas qu'elle vaut 0. Il va falloir que tu le démontres. Peut-être elle vaut 0, mais peut-être elle vaut moins 28 et tu ne le sais pas. Donc ça, c'est le cas le plus général. D'accord? C'est pour ça que tu rajoutes les constantes. Alors maintenant, du coup, Jimmy, il va falloir qu'on trouve ces constantes-là. Et c'est toujours pareil, pour trouver les constantes, on utilise les conditions initiales. Au début. Ce qui se passe au début, on le connaît. Au début, vous savez que vous allez mettre votre pied là, vous allez donner un certain angle et une certaine vitesse. Ouais, ça, vous pouvez le savoir. Et on va le faire. Alors là, quatrième étape, on détermine C et C' grâce aux conditions initiales. Grâce aux conditions initiales. Alors les conditions initiales, comme leur nom l'indique, c'est les conditions à t égale 0, quand petit t égale 0, tout simplement. Ouais. Alors regardez ici, la première façon d'avoir une expression de v qui dépend du temps d'ailleurs, là on peut mettre entre parenthèses petit t. La première façon d'exprimer v aux conditions initiales, c'est simplement de remplacer t par 0 dans cette expression-là. Ça va? Donc là, v à t égale 0, ce sera égal à quoi? À c, là ça ne dépend pas du temps, c'est une constante, elle ne bouge pas. Et ce sera moins g fois 0, donc 0, plus c', donc il va rester c' ici. Je ne suis pas allé trop vite, ça va? C'est bon? Ça, c'est la première façon. Je reprends ça, Jimmy? Ouais. Alors, là, je suis aux conditions initiales. Donc, les conditions initiales, c'est quoi? C'est à t égale 0. Donc, au tout début,
Le mouvement n'a pas encore commencé, on est pile au moment où il va démarrer. Donc là, la vitesse à t égale 0, la première façon de l'exprimer, je remplace t par 0. Donc là, j'ai pas de t, donc ça fait c. Moins g fois 0, ça fait 0, plus c'. Donc il va me rester c et c'. Et la deuxième façon d'avoir la vitesse à t égale 0, bah, c'est que je regarde ce qui se passe dans mon repère. Et dans mon repère, qu'est-ce qui se passe? À t égale 0, on voit que j'ai mon vecteur vitesse v0 qui est comme ça, avec un certain angle. Et du coup, ce vecteur vitesse à t égale 0, là, v0, je vais pouvoir exprimer ses coordonnées dans le repère. Ici, vous voyez bien que la coordonnée selon x, bah, je vais juste faire ce qu'on appelle une projection du vecteur, là j'ai un angle droit, hein. Donc cette composante-là, que je passe un petit peu en trait un peu plus gros, c'est ma coordonnée de V0 selon x. Ça va? Et là, si je la veux selon y, bah pareil, je vais aller projeter ici selon y, et là, ce que je repasse en plus gros ici, c'est ma coordonnée de mon vecteur V0 selon y. Ouais? Alors, vous allez me dire, bah, ok, on peut écrire V0y et V0x, mais on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît V0. Là, je vous dis juste les coordonnées, on les appelle comme ça. Alors, déjà, dans un premier temps, regardez, on peut déjà dire, là, c'est V0x et V0y. Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir ce que valent ces trucs-là. Et si je sais ce que ça vaut ça et ce que ça vaut ça, bah, je trouverai mes constantes, et puis c'est bon, c'est ce que je veux faire. Ouais, donc vous voyez, on va dans le bon sens. Bah, regardez, moi, je connais V0. Là, je suis capable de vous dire V0, c'est 5 mètres par seconde. Et je connais l'angle, par exemple 45 degrés. Et ben, je vais essayer d'exprimer V0x en fonction de V0 et alpha. Alors là, je fais un petit zoom. Donc là, on a un bel angle droit. Ça ne se voit pas au tableau, mais il est vraiment droit. Alors, il n'est pas vraiment droit. Hop. C'est encore pire, mais c'est pas grave. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, ce côté-là, c'est V0. Là, c'est V0x. Et là, c'est alpha. Donc, comme vous êtes tous des champions des mathématiques, côté adjacent, hypoténuse, alpha, on va pouvoir dire, là, pour avoir V0x, qui est le côté adjacent, on va utiliser le cosinus. Donc si, ici j'exprime le cosinus, je vais le faire là, cosinus de alpha, c'est côté adjacent, donc V0x, sur V0. Ouais? Ça va? Vous voyez pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, alpha, on le connaît, V0, on le connaît. Donc maintenant, vous voyez, V0x, on est capable de le connaître entièrement. Ce sera quoi? Si je transforme ça, maintenant, il faut savoir faire ça à votre niveau, pardon. V0x, c'est V0 fois cosinus alpha. Et ça peut vous rassurer. Si vous avez un problème voilà, foot, basket, golf, des problèmes, vous aurez toujours ça. Donc vous savez ce que vous devez trouver. En terminale, c'est pas compliqué. Enfin là, ça peut paraître compliqué, on vous dit, purée, il faut y penser à ce truc-là. Oui, il faut y penser, mais c'est un peu comme une démo en maths. La première fois qu'on la voit, on dit, ah ouais, c'est vrai, je comprends, mais j'aurais jamais pensé. Mais si vous la voyez 25 fois, après, c'est un automatisme. Vas-y, Ryan. Là, le égal, c'est quoi ça fait? La suite du égal. Ouais. Alors, la suite du égal, attends, c'est V0 cos alpha. Tu vois, là, c'est V0x, donc la coordonnée de V0 sur x est égale à V0 fois cos alpha. Ouais, ça va? Et V0, c'est ça. V0x, c'est ça. Ça va? Du coup, là, bah, vous voyez, je remplace V0x et V0 cos alpha. Du coup, ma constante, je la connais maintenant, c'est V0 cos alpha. Je vais faire pareil pour C'. Enfin, pour la vitesse, pardon, selon la vitesse initiale selon y. Alors là, on voit bien que, je vais le faire en rouge, si je poursuis là, hop, là j'ai V0y, bah là, l'angle alpha, je l'ai ici aussi, on a des angles alternes internes égaux,
Et là, vous voyez bien que j'ai le côté opposé à l'angle et j'ai l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Ouais. Du coup, côté opposé, c'est sinus. Ben, alors, on a la même chose. Sinus alpha égale V0Y sur V0. Et du coup, V0Y, ce sera V0 sinus alpha. Ouais, ça va? Donc là, je remplace V0 sinus alpha. Est-ce que ça va là-dessus? Dites-moi tout, hein. Franchement, ça fait 30 minutes, la vidéo, elle nous dit qu'on a démarré ce problème-là. Est-ce que là, dans ces 30 minutes, vous avez assimilé les 30 minutes? Ça va ou pas? Là, c'est la partie compliquée, hein. Vous voyez, il faut aller dans le repère, les angles, machin, c'est vraiment là ce qu'on est en train d'écrire, c'est compliqué. Après, ça va se passer, ça va être un petit peu plus simple. Vas-y, Antoine. Bah, là, pour cos alpha, c'est V0x. Ouais. Le côté Ouais, adjacent à l'angle. adjacent, Ouais. Et pourquoi au sinus, c'est le côté opposé? Alors, ça, en maths, tu sais que dans un triangle rectangle, si tu as un angle ici alpha, que là tu appelles le ABC, tu sais que le cosinus d'alpha, c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc ce sera AC sur AB. D'accord? C'est maths. Tu sais que le sinus de cet angle-là, c'est côté opposé sur hypoténuse, donc sinus de alpha, c'est BC sur AB. Ouais. Et tu sais que la tangente, c'est opposé sur adjacent. Là, je t'épargne ça. On a juste besoin de ça. Et bien là, regarde. Nous, là, toi, tu n'as pas AC, tu as V0x. Tu n'as pas AB, tu as V0. Et tu n'as pas BC, tu as V0Y. Tu vas me dire, oh, V0Y, vous l'avez mis de l'autre côté. Regarde. Là, j'ai bien la même chose. Tu vois, c'est bien la même chose. Et là, cet angle ici, je le retrouve là. Ouais. Donc en fait, tu vois ce triangle rectangle, maintenant on regarde le triangle rectangle rouge. Donc tu vois bien que pour l'angle alpha, le côté opposé c'est V0Y et l'hypoténuse c'est toujours V0. Ouais, ça va? J'ai été clair? Super. Est-ce que ça va? Ouais, Amandine, ça roule? Super, c'est bien. Du coup là, regardez, je sais ce que vaut C, je sais ce que vaut C'. Et là, c'est cool. Ouais, c'est bon. Parce que là, j'ai déjà l'expression de la vitesse, mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne suis pas précis. C'est comme si je vous dis, vous avez une vitesse de 28 km/h, plus ou moins X km/h. Bah, le X, si vous ne savez pas ce que c'est, ça ne veut rien dire. Si votre X vaut 100 km/h, votre vitesse, elle est complètement différente. Bah, là, maintenant, moi, j'ai déterminé ces deux constantes. Donc là, je peux réexprimer ce vecteur-là proprement en remplaçant C par ça et en remplaçant C' par ça. Donc je vais le faire. Donc, là je l'écris en rouge pour vous montrer qu'on réexprime le vecteur vitesse. C'est quoi ces coordonnées? C'est C, alors c'est V0 cos alpha. Et là, attention, n'oublie pas de remettre, donc c'est moins GT plus C', donc moins GT plus V0 sinus alpha. Donc là, vous allez me dire, attention, moins GT, pourquoi là on a remplacé par 0? Attention, là on réexprime le vecteur vitesse pour t quelconque. Hein. Je reprends cette expression-là. Hein. Ouais. Là, j'avais pris le vecteur vitesse à t égale 0 pour trouver mes constantes. Donc j'avais pris un cas particulier pour trouver les constantes. Là, maintenant, j'ai le vecteur vitesse dans le cas le plus général possible et maintenant je connais mes constantes, donc je les remplace. Et là, vous voyez, là, franchement, on a l'expression du vecteur vitesse. On sait parfaitement ce que vaut la vitesse. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel instant t, vu que je connais V0 et sinus alpha, je saurais donner les coordonnées de mon vecteur vitesse. Et du coup, calculer sa norme. Du coup, avoir sa valeur. C'est cool quand même, non? Mais alpha et sinus alpha, ils sont en deux ou pas? Ouais. Alpha, tu l'auras. On va te dire, typiquement, on va te demander ça dans un premier temps, puis après, on va te dire, le lancer franc s'effectue avec un angle de 30 degrés. Le basketteur donne une vitesse initiale de 3 mètres par seconde à son ballon. Calculez le vecteur vitesse, ou calculez la valeur de la vitesse quand, par exemple, le ballon va atteindre le panier. Ça, on pourrait le faire. Hein. D'accord ? On fera des exos à appliquer comme ça. Et les zéros, c'est quoi?
Bah, V0, c'est la vitesse initiale que tu lui donnes. Ouais, mais ça sera donné ou... Ah ouais, bien sûr. Ça, tu peux pas le deviner. Nous, on fait le cas le plus général possible. Ouais, après, vous pouvez remplacer V0 par 3, alpha par 30 degrés, vous aurez du coup une valeur là. On va vous dire à 2 secondes qu'est-ce que c'est. Ben, tu remplaceras T par 2. G, on va te dire c'est 9,80. Donc tu vois, tu auras vraiment des valeurs numériques hein, ici. Et je sais pas du coup si vous vous rendez compte quand même de la puissance du truc. C'est que vous faites un... Allez, je vais rester dans le basket. Vous faites un lancer franc au basket. Si vous analysez bien le truc, vous êtes capable de dire, bah tiens, là on a la vitesse, hein, mais vous serez capable, avec la position juste après, de dire, il faut que je donne telle vitesse à mon ballon pour atteindre tel endroit. Il faut que je lui donne tel angle pour atteindre tel endroit. C'est pour ça que, je vous l'ai déjà dit la fois dernière, je pense, mais c'est pour ça qu'en fait c'est de l'entraînement. Ils en font des centaines et des centaines, parce qu'on leur a dit, tu vois là ta main, il faut que tu la positionnes plus comme ça, par exemple, pour donner un angle qui va se rapprocher de... Et les gars sont capables d'être précis à fond comme ça. Et puis telle vitesse, donc toujours le même mouvement, toujours machin, et puis voilà quoi. Donc ça c'est quand même quelque chose qui peut être étudié par, ouais, je vous dis, les entraîneurs de foot, de basket, de golf, de tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, les sciences c'est partout, même dans le sport. Alors du coup là regardez, accélération on connaît parfaitement, vitesse on connaît parfaitement. La dernière étape, bah, c'est la position. Ouais. Donc là, la position, on y va ici. Alors, qu'est-ce que vous savez, vous? Vous avez la vitesse, la position. Dans la première partie, vous vous souvenez, on avait vu que la vitesse, le vecteur vitesse, c'était la dérivée du vecteur position, là je l'appelle DOM, d'accord, par rapport au temps. Ouais. Et bien là, vous voyez, on est encore dans le même cas qu'avant. La vitesse, on la connaît, c'est pas ça qu'on veut. On ne connaît pas la position. Donc moi, je veux OM égale quelque chose en fonction du vecteur vitesse. Vous voyez, je veux l'inverse. Là, j'ai V en fonction de OM, là, je veux OM en fonction de V. Ouais, vas-y, Jim. Comment? OM, c'est le vecteur position. Tu te souviens quand on avait fait l'exercice avec les dauphins, là, le dauphin? Je t'avais demandé de tracer des vecteurs position, c'est toujours le vecteur qui démarre de l'origine vers le point qui se déplace. Bon, là, c'est ça. Tu vois, là, c'est mon point M. Bon, à l'instant t égale 0, il est au centre du repère. Si je prends un instant quelconque qui va être là, par exemple, bon, hop, ça va bouger comme ça. Donc là, mon centre de repère, c'est O, mon origine. Donc le vecteur OM, ce sera le vecteur de O vers M, comme ça. Ouais. Ça, c'est par définition, c'est comme c'est le vecteur position. Donc là, vous voyez bien, encore une fois, qu'il va falloir faire l'inverse de la dérivée. Ce qu'on va écrire là, en le dérivant, je dois retrouver ça. Vous voyez, c'est la même chose qu'avant. Hein. Sauf que nous, on avait pris l'accélération, bah là, on prend la vitesse. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, OM, qui dépend du temps. Ses coordonnées, ben, c'est X et Y. Là, on est la position. D'accord? C'est X et Y. Et maintenant, moi, je veux savoir ce que vaut X et Y. Alors du coup, en dérivant ce truc-là, je veux trouver... en dérivant ce que je vais écrire ici, je veux retrouver ça. Qu'est-ce qu'il vaut que j'écrive ici? Vas-y Axel. V0 cos alpha facteur dt plus secondes. Ouais, très bien. Ça va? Je vais mettre des parenthèses ici pour que vous voyez bien ce qu'on a fait, même si ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ça va? V0 cos alpha, c'est une constante. Ouais, l'angle au départ, je le fixe. V0, je le fixe. Donc ça, je peux dire en faisant un calcul que ça va valoir 10. Je m'en fiche. Petit k, c'est pareil. Donc si je dérive ça, je vais retrouver ça. En maths, dériver AX plus B, vous allez trouver X. Ouais. Bah là, si je dérive V0 cos alpha t plus C secondes, je vais retrouver V0 cos alpha. Ouais, ça va pour tout le monde? On est bon? Bon. Ça va, Ryan? Tu sais pas? Il faut me dire, il n'y a pas de souci. Je suis là vraiment pour... Là, moi, mon objectif, ce matin, je me suis levé, j'ai dit l'objectif, ils sortent tous de la salle. Vraiment, quand on est prof, c'est... Qu'est-ce qu'on a comme challenge sinon?
Mais tu sais, il faut toujours avoir des challenges. Dire, ouais, il faut que ça se passe bien avec les élèves, machin, il faut qu'ils comprennent tout. Moi, c'est mon but. Donc là, il ne faut pas louper une étape. Hein. T'es bien d'accord? Avant, là, j'avais le vecteur accélération, je l'aurais écrit là. Désolé, c'est un petit peu brouillon. Et je l'aurais écrit juste là. T'es bien d'accord qu'en dérivant C, j'ai 0, c'est une constante. Quand je dérive moins gt plus C', j'ai moins g. Ouais? Bah, du coup, là, si je dérive V0 cos alpha t plus C seconde, je vais avoir V0 cos alpha. Tu vois, si tu veux, ton V0 cos alpha, c'est comme ton petit g. Ça revient exactement au même. Ce qui fait peut-être peur pour vous, c'est que vous dites, bah, V0 cos alpha, c'est pas une constante. Pour vous, dans votre tête, c'est peut-être pas simple de se dire que ça, c'est une constante. Mais ce V0 cos alpha, si tu veux, je le remplace par un grand K. Hein. C'est pareil, c'est une constante. Pourquoi c'est une constante? Je répète, parce que quand je vais shooter dans mon ballon, à l'instant où je shoot, je vais donner une vitesse qui est fixée, je vais donner un angle qui est fixé, et du coup, vous voyez, V0, c'est ma vitesse initiale, et cos alpha, c'est mon angle, enfin, cosinus de mon angle initial, tout ça, c'est donné, c'est fixé. Ouais? Ça va? Du coup, là, il ne faut pas que ce V0 cos alpha vous fasse peur. Si je dérive tout ça, je vais bien avoir V0 cos alpha à la fin. Je dérive toujours par rapport à t. Et ici, alors? Vas-y, Antoine. Moins g sur 2 fois t carré plus v0 sin alpha fois t plus c t. Ouais, super, c'est bien. Très bien. Ça va? Regardez, V0 sin alpha, c'est comme V0 cos alpha, donc je retrouve la même chose. Hein. V0 sin alpha t plus c tierce, pareil qu'au-dessus. Ouais, donc là c'est la même chose. Par contre, si je dérive ce truc-là, je vais bien retrouver moins gt. D'accord? En maths, la dérivée de x carré, c'est 2x. Ouais. Donc, moi maintenant, je veux quelque chose à dériver, et pour que je dérive, ça me donne x. Bah, je vais avoir, là je vois que c'est 2x quand je dérive ce truc-là, donc je vais prendre la moitié, 1 demi de x carré. Si je dérive 1 demi de x carré, le 2 vient là, 2 fois 1 demi ça fait 1, et puis il reste le x. Ouais, et bien là c'est pareil. Moi je dérive par rapport à t, regardez, à la fin je dois trouver, si je dois trouver t à la fin, bah regardez, c'est 1 demi de t carré. Ouais, simplement. Et si je dois trouver gt, bah c'est 1 demi de, bah je rajoute le g, hein, une constante, gt carré. Et puis là, c'est pas gt, c'est moins gt, donc bah, je rajoute le moins. Ouais, vous voyez un petit peu? Ça, vous savez tous faire depuis la première, je pense. C'est des maths dérivées très simples. Hein. Vous savez tous dériver x carré, c'est limite, c'est la première dérivée qu'on voit. Bah là, c'est pareil. Ce qui bloque souvent chez vous, c'est de se dire, ah bah, g, c'est une constante. V0 cos alpha, c'est une constante. Ouais. Et heureusement, hein, parce que vous imaginez, sinon c'est le bazar hein, pour dériver tout ça. Si là j'avais un t, V0 cos alpha t, cos t, ou, enfin vous voyez le bazar, on dérive, il y a des composés de fonctions machin, on s'en sort pas. Non, vous, ça restera simple comme ça. On est bon? Bon, super. J'espère que ça vous a un petit peu guidé. Alors, on y va pour la suite. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Eh ben ouais, on doit trouver les constantes. Ça, je peux réécrire exactement la même chose. Bah là, c'était l'étape 5, on va dire. Bah, l'étape 6, on détermine C secondes et C tierces grâce aux conditions initiales. Rebelote. On détermine C secondes et C tierces grâce aux conditions initiales. Je vais mettre CI, condition initiale, d'accord? Donc AT égale 0, hein, toujours pareil. Allez, on a 5 minutes pour finir ça, comme ça on aura pris la première heure pour ce cas-là, ce sera très bien. AT égale 0, je suis où dans mon repère? Là, c'est la position que je veux. Mon point M, il est où, AT égale 0? Bah, à l'origine, donc OO. Donc les coordonnées du vecteur OO, bah, c'est quoi? Bah, 0, 0, hein, le point M, il est sur l'origine. Donc là, à t égale 0, j'ai OM de 0, vous voyez. La première façon de l'exprimer, c'est 0, 0. À t égale 0, vous voyez, je prends mon repère, j'ai 0, 0. La deuxième façon d'exprimer, c'est quand je remplace t par 0 dans mon équation, dans mes coordonnées précédentes. Là, regardez, si je remplace t par 0,
il va me rester c secondes. Si je remplace t par 0, il va me rester c tierces. Ça va? Ouais? Donc là, j'ai quoi? J'ai c secondes, c tierces. Et là, bah, directement, c'est beaucoup plus simple qu'avant, hein, je vous l'avais dit. C secondes égale 0, c tierces égale 0. Ouais? Donc, c secondes égale 0 et c tierces égale 0. Et là, je réexprime ce que j'ai là en remplaçant c secondes et c tierces par 0. Parce que je viens de le prouver là, hein, que c'était égal à 0. Vous voyez, ne me dites pas, bah alors les constantes, elles ne servent à rien. Bah non, si ça se trouve, si je vais embêter le monde et que je commence mon mouvement ici, mon point M, je le mets là à t égale 0, ce ne sera pas 0, 0, hein, ce sera, je sais pas, je vais dire 3, 2, hein, ok? Donc attention, hein, le 0, 0, il ne faut pas se dire, ouais, c'est bon, ce sera toujours 0, 0. Donc là, je peux réexprimer mon vecteur position dans le cas le plus général possible. Alors, on a V0 cos alpha t, moins 1,5 de gt carré, plus V0 sin alpha t. C'est génial. Et ça, du coup, c'est coordonnées selon x, et coordonnées selon y. Je vais juste en rajouter. X, et là, c'est y. Okay. On va s'en servir juste après. Est-ce que ça va pour ça? Ouais? C'est le cas, je pense, le plus compliqué de mes cas, vous verrez. Enfin, ouais. C'est égal 0, là, c'est pas que pour OM 0. En fait, ça, les conditions initiales, tu es bien d'accord que si j'arrive à trouver que mes constantes valent ça, une fois, ces constantes-là, elles ne changent pas. Hein. Donc si j'arrive à prouver, c'est pour ça que les conditions initiales, elles sont intéressantes. Je connais parfaitement le système à ce moment-là, du coup, je vais pouvoir dire que ça et ça, bah là dans notre cas, ça vaut 0. Et du coup, ça, après, ça ne change plus, c'est des constantes. Donc par définition, si à t égale 0, elles valent 0, à t égale 3, elles vaudront toujours 0 parce que c'est des constantes. Donc là, j'ai, grâce aux conditions initiales, trouvé ça, et je sais que c'est valable tout le temps. Comme je l'avais fait ici, hein, tu vois, j'avais trouvé V0 cos alpha, V0 sin alpha, c'est valable tout le temps, pour n'importe quel t. Parce que c'est des constantes, par définition, elles n'évoluent plus. Ouais? Ouais, vas-y, rien? Pour la colle, pour les tailles, c'est carré? C'est tout. Tu auras un cas comme ça, sans angle, plus simple. Ah ouais, je vais pas vous demander de... Je vais pas vous interroger sur ce qu'on vient de faire là, dedans. Enfin, Sans angle, c'est-à-dire sans alpha du coup. bah sans... Ouais, exactement.